Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose d'appréhender les bonnes pratiques de sécurité électrique à adopter lors de l'utilisation de votre borne de recharge à domicile. La borne de recharge murale à domicile d'un véhicule électrique présente plusieurs avantages par rapport au chargeur mobile, aussi désigné chez Tesla connecteur mobile universel ou UMC. Premier avantage, une sécurité accrue. En utilisant un chargeur mural, vous évitez de brancher et de débrancher fréquemment le câble du connecteur mobile, ce qui réduit les risques de surchauffe et de jeu dans la connectique de la prise. En effet, ces manipulations fréquentes peuvent provoquer des problèmes de sécurité tels que des risques d'incendie. Deuxième avantage, la durabilité de l'équipement. Manipuler quotidiennement le câble du connecteur mobile peut l'endommager et le rendre inutilisable à long terme. Les personnes qui utilisent fréquemment leur chargeur mobile comme source de recharge principale ont souvent constaté une dégradation de l'équipement. En utilisant un chargeur mural, vous évitez ces manipulations constantes du câble et prolongez la durée de vie du matériel. Troisième avantage, l'évitement des oublis. En utilisant un chargeur mural installé en permanence, vous réduisez le risque d'oublier votre connecteur mobile à la maison ou de l'égarer lors d'un voyage. La tentation de ne pas le remettre dans le coffre à chaque départ est éliminée, ce qui vous assure d'avoir toujours votre moyen de recharge à disposition. Quatrième avantage, un confort accru. Un chargeur mural vous permet de brancher votre véhicule en quelques secondes sans avoir à sortir et à manipuler le connecteur mobile. Vous évitez ainsi de salir ou de mouiller le câble en le rangeant quotidiennement. Ainsi, il vous suffit d'arriver chez vous et de brancher votre véhicule pour démarrer la recharge. Cinquième avantage, une gestion électrique simplifiée. Certains chargeurs muraux, notamment ceux équipés de la fonction de délestage dynamique, facilitent la gestion de la recharge électrique. Vous pouvez régler votre voiture sur l'intensité maximale et lancer la charge selon vos besoins, même lorsque d'autres appareils électriques sont en cours d'utilisation simultanément. Ainsi, vous évitez de devoir calculer ou restreindre votre consommation électrique pour éviter les pannes de courant. Sixième avantage, un meilleur rendement et un gain de temps. Le rendement d'un connecteur mobile est plus mauvais que celui d'un chargeur mural. Par exemple, recharger à une puissance de 3 kW va engendrer plus de pertes que de charger à 7 ou 11 kW. De plus, charger à une plus grande puissance va permettre de réduire le temps de charge pour s'adapter, par exemple, au tarif réduit d'une recharge nocturne. En résumé, le chargeur mural à domicile offre une solution pratique, sûre et durable pour la recharge de votre véhicule électrique en éliminant les inconvénients liés à l'utilisation quotidienne du chargeur mobile qui a été conçu, comme son nom l'indique, pour la mobilité. Si vous avez en tête d'autres avantages, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. Cela dit, qu'il s'agisse de l'utilisation d'une prise renforcée ou d'une borne de recharge, il est important que cela réponde à vos besoins quotidiens et à vos habitudes, notamment en tenant compte de votre kilométrage habituel ou exceptionnel. Prenons l'exemple du Wall Connector de Tesla. Il fournit une puissance maximale de 11 kW en triphasé, ce qui équivaut à une intensité de 16 A sur chacune des 3 phases. Cela correspond à environ 5h30 de recharge pour un plein d'électrons de 60 kWh. En monophasé, il fournit une puissance maximale de 7,4 kW avec une intensité de 32 A, soit un peu plus de 8 heures. Dans ces deux cas, une recharge nocturne est suffisante. Par ailleurs, il est bon de retenir qu'une estimation approximative de l'autonomie récupérée par heure de recharge est d'environ 7 km par kW. Veuillez noter qu'en courant alternatif, certains véhicules peuvent consommer moins de courant que la sortie maximale de la borne de recharge,
car la limite est en réalité fixée par le chargeur intégré au véhicule. Ainsi, la Tesla Model 3 et Y limite la puissance de charge à 11 kW, même si la borne est capable de fournir davantage. Avec une prise renforcée de 3,7 kW en 16 A, pour le même plein de 60 kWh, vous pouvez tabler sur une recharge d'environ un peu plus de 16 heures. Mais ces prises renforcées sont souvent utilisées à des puissances moindres, ce qui engendre des temps de recharge encore plus longs. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de s'assurer que votre recharge se déroule en toute sécurité en prenant en compte les risques électriques liés à votre environnement matériel et à vos circuits électriques. Il est donc nécessaire de se familiariser avec quelques notions d'électricité. Pour faciliter la compréhension des concepts de base, je vous propose d'établir une analogie entre un circuit électrique et un circuit hydraulique. Contemplons cette illustration. Dans un circuit électrique, la tension est mesurée en volts et représente la force électromotrice exercée par une source d'alimentation sur les charges électriques. Cette tension peut être assimilée à la pression dans un circuit hydraulique qui se mesure par exemple en bar. L'intensité du courant électrique, mesurée en ampères, représente la quantité de charges électriques, les fameux électrons, qui traversent le circuit. Cela peut être comparé au débit dans un circuit hydraulique, exprimé par exemple en mètres cubeurs. La résistance, mesurée en ohms, crée une diminution de la tension ou de la différence de potentiel lorsque le courant électrique traverse le circuit. Cette résistance engendre des pertes thermiques. Cela peut être assimilé à la perte de charge dans un circuit hydraulique qui est causée par la résistance offerte par les composants du circuit et qui entraîne une diminution de la pression au cours du déplacement du fluide. Reprenons ces trois grandeurs électriques. Considérons la tension qui à domicile est normalisée à 230 volts. C'est la tension électrique utilisée majoritairement dans les systèmes de distribution d'électricité en Europe. Mais sachez qu'il existe une tolérance de plus ou moins 10% autour de cette tension normalisée. Cela signifie que chez vous, la tension nominale peut varier entre 207 volts et 253 volts. Certains d'entre vous m'ont fait part de problèmes avec leur chargeur, notamment lorsque leur installation est située à une grande distance du transformateur d'alimentation de quartier. Si votre tension est inférieure à 207 volts, je vous recommande de contacter Enedis car ils ont la responsabilité de fournir une tension sans dépasser cette marge d'erreur de plus ou moins 10%. La tension de 230 volts est couramment utilisée pour l'alimentation des appareils électriques et des prises électriques dans de nombreux pays européens. Il y a quelques années, cette tension était de 220 volts et même 110 volts il y a quelques décennies. L'intérêt d'une tension plus forte est de permettre une intensité plus faible pour une même puissance. Cela permet ainsi de réduire les diamètres des fils et de minimiser les coûts et les pertes thermiques en ligne. Considérons l'intensité du courant électrique qui se mesure en ampères. Vous connaissez les valeurs de vos protections de circuit électrique telles que 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères ou 32 ampères. Mais pour assurer la sécurité, quelle est l'intensité maximale que peut supporter un humain en cas de contact accidentel? En fait, cela dépend de plusieurs facteurs tels que la durée d'exposition, le chemin du courant parcouru à travers le corps, l'état de la peau, l'humidité, les conditions physiologiques individuelles, etc. Il est important de noter que les courants électriques peuvent être très dangereux et potentiellement mortels. En général, les seuils d'intensité du courant électrique pour les effets physiologiques peuvent varier. Cependant, en dessous de 1 mA, les effets ressentis par un individu sont généralement minimes, voire imperceptibles. Au-delà de 10 mA, les sensations de choc peuvent être ressenties. Et au-delà de 100 mA, des contractions musculaires et des perturbations du rythme cardiaque peuvent assurément causer la mort. Néanmoins, il est essentiel de souligner que même de faibles niveaux de courant peuvent être dangereuses dans certaines circonstances.
Pour se prémunir de ce risque, des appareils nommés différentiels ont été créés. Les disjoncteurs différentiels ou les interrupteurs différentiels sont conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux fuites de courant électrique. Ils détectent ces écarts entre le courant entrant et le courant sortant d'un circuit électrique et interrompent rapidement l'alimentation en cas de déséquilibre important. La valeur de 30 mA est une norme couramment utilisée pour la sensibilité des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels résidentiels. Voici quelques raisons pour lesquelles le seuil de 30 mA est généralement utilisé. Premièrement, la protection contre les chocs électriques. Les courants de fuite supérieurs à 30 mA peuvent provoquer des chocs électriques dangereux pour les personnes. Le seuil de 30 mA est considéré comme une limite critique au-delà de laquelle les risques pour la sécurité augmentent considérablement. Deuxièmement, la prise en compte de réflexes humains. Des études ont montré que la réaction de l'organisme humain pour se libérer d'un contact électrique peut être plus rapide lorsque le courant de fuite est de 30 mA ou moins. Cela permet de minimiser les risques de blessures graves. Troisièmement, la tolérance individuelle. Les réactions et les seuils de tolérance au choc électrique peuvent varier d'une personne à l'autre. En fixant le seuil à 30 mA, une marge de sécurité supplémentaire est ajoutée pour tenir compte de ces différences individuelles. La résistance électrique d'un conducteur dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du conducteur et notamment la résistivité du métal, la section du conducteur, souvent exprimée en millimètres carrés par les électriciens, et la longueur du conducteur. La résistivité est une propriété intrinsèque du matériau et représente sa capacité à résister au passage des électrons. Si la résistance du conducteur électrique est trop importante, alors le fil risque de chauffer, provoquant ainsi des pertes sous forme d'énergie thermique. Mais plus grave encore, l'appareil électrique peut aussi engendrer un incendie. Notez que certains montages électriques exploitent et maîtrisent cet effet thermique. C'est le cas par exemple du grille-pain ou du chauffe-eau. La résistivité est une mesure de la capacité d'un matériau à résister au passage du courant électrique. Elle est exprimée en ohmmètres et varie d'un matériau à l'autre. Quel est le métal qui présente la plus faible résistivité ? Le métal qui présente la plus faible résistivité électrique est l'argent, ce qui en fait un excellent conducteur électrique. Cependant, il est important de noter que l'argent est relativement coûteux par rapport à d'autres matériaux plus couramment utilisés tels que le cuivre et l'aluminium. Par conséquent, dans de nombreuses applications, le cuivre est préféré en raison de son bon compromis entre conductivité électrique et coût raisonnable. Il convient également de mentionner que la résistivité des matériaux peut être affectée par divers facteurs tels que la pureté du matériau, la température et les impuretés présentes. De la même manière, la mesure de la résistance de mise à la terre s'exprime en ohms. La mise à la terre joue un rôle crucial dans la sécurité électrique en redirigeant l'électricité vers le sol en cas de fuite de courant accidentelle afin de prévenir les risques de choc électrique et d'incendie. Il est essentiel que la résistance de la mise à la terre soit aussi faible que possible. Selon les normes en vigueur pour les habitations, cette résistance doit être inférieure à 100 ohms. La mesure de la résistance de mise à la terre n'est pas une tâche facile et requiert un équipement de mesure spécifique dont disposent les électriciens qualifiés. La plupart des problèmes de mise à la terre rencontrés par les dispositifs de recharge peuvent souvent être résolus en ajoutant des piquets de terre afin de réduire cette résistance. Il est généralement recommandé de diminuer la résistance à moins de 50 ohms afin d'assurer un bon fonctionnement de l'équipement. Il est important de noter que la plupart des systèmes de recharge sont équipés pour détecter les problèmes de résistance de mise à la terre. Ainsi, en cas de problème, le dispositif de recharge se met en défaut. Au regard de tout ce que nous venons d'exposer, il est essentiel de faire appel à un professionnel qualifié
pour minimiser les risques liés à l'installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il existe une qualification IRVE qui atteste des compétences de l'électricien dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Elle garantit que l'électricien possède les connaissances nécessaires pour réaliser des installations conformes aux normes et aux réglementations en vigueur. Votre sécurité et celle du matériel devient donc en quelque sorte l'esprit de la norme. Les problématiques de sécurité doivent donc induire des normes. Le chemin inverse ne devrait pas exister. Dans le cas de l'installation d'une borne de recharge, les qualifications IRVE 1, 2 ou 3 sont même devenues des obligations pour les professionnels selon la norme NFC 1500. La réglementation en vigueur détermine les choix des protections électriques tels que les interrupteurs différentiels pour la protection des personnes et les disjoncteurs pour la protection du matériel. Elle détermine également le dimensionnement des câbles en imposant par exemple l'utilisation de fils en section 10 mm². Il existe de nombreuses informations à délivrer sur le sujet. Et pour ne pas trop allonger la durée de cette présentation, je vous propose de poursuivre dans une vidéo suivante les explications et les implications que recouvre cette norme NFC 1500 dans l'environnement de votre domicile. Pour compléter mes sources d'informations, j'ai besoin de vous. Si vous êtes un électricien qualifié ou si vous travaillez pour une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel électrique, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires ou la messagerie. Je souhaiterais recueillir votre témoignage sur la construction de la norme NFC 1500 et savoir quelles entreprises ont contribué à l'élaboration de ces textes normatifs. Y a-t-il eu du lobbying ou des pressions susceptibles d'influencer la pertinence de certaines décisions franco-françaises, notamment en ce qui concerne la polémique entourant l'utilisation du câble attaché sur les bornes à domicile. Votre contribution me sera précieuse, merci d'avance. Si vous appréciez mes partages d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce de satisfaction en bas de cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des épisodes suivants. Cela contribuera à m'encourager à vous informer afin que vous soyez des électromobilistes avertis. Vous trouverez en description de cette vidéo de nombreux liens vous permettant d'approfondir les sujets traités et de découvrir comment je peux vous parrainer et vous aider si vous souhaitez acquérir une Tesla. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.